ce nouvel épisode de Côte à Côte direction Gravelines. Et pour démarrer ce long format, je suis au Parc des Rives de la Haye avec Frédéric Lorius, le directeur des Parcs des Rives de la Haye. Merci de nous accueillir ici en tout cas. Bon, première question, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de ce parc ? Alors c'est vrai qu'avant qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait des arbres ici sur le site du parc, ça s'est fait d'abord sur un plan dans les années 80. L'idée c'est que le Nacarquois s'est industrialisé fortement et donc le souhait c'était de sanctuariser une zone de poumons verts. Et donc la première grande idée du parc ça a été de créer une zone de poumons verts à l'intérieur duquel il y a eu plein de projets, un golf, un hippodrome, un stade nautique, voilà, il y a eu plein de moutures. Et finalement la mouture qui a été retenue ça a été le parc sport loisirs nature, avec la dimension sportive qui a démarré en premier, notamment grâce à l'arrivée des Jeux Olympiques de Londres, puisque la collectivité qui a porté le projet s'est engouffrée dans la base arrière des Jeux Olympiques de Londres. Et donc le site a démarré par sa version sportive, le stade nautique. Le bassin que l'on voit derrière nous, il est totalement artificiel. C'est ça, il faut imaginer qu'avant 2008, puisque les travaux ont démarré en 2008, c'était uniquement des champs ici. Et donc ça a été un chantier assez titanesque. Le bassin fait 2 km de long, 150 mètres de large, 3,50 m de profondeur. Et donc tout ça, ça a été créé artificiellement en fait. Le stade nautique, lui, les travaux ont démarré en 2008 et se sont achevés en 2011. Ça a été la date de mise en service. Il s'est inscrit donc dans le projet de sport loisirs nature sur 75 hectares. Et donc l'ensemble du projet, ça représente 20 millions d'euros d'aménagement qui se sont achevés il n'y a pas si longtemps que ça, puisque la partie loisirs s'est terminée il y a à peine 3 ans. Ça veut dire que entre la mise en service du stade nautique et la mise en service des autres espaces loisirs nature, il a fallu une bonne quinzaine d'années avant que tout se clôture. Et donc ces 20 millions d'euros d'aménagement se sont finalisés là. Derrière nous, le club d'aviron. Quel autre sport on fait ici ? Alors il y a 4 fédérations olympiques qui ont labellisé le site en son temps. Il y avait le triathlon, le canoë-kayak et la nage en eau libre, et donc également l'aviron. Donc c'est des disciplines sur lesquelles on a déjà eu beaucoup de championnats, tous les championnats nationaux de ces disciplines-là, des championnats internationaux, championnats d'Europe, championnats du monde universitaire, Coupe d'Europe de natation non libre. Donc dans ces 4 disciplines olympiques, il y a vraiment une grosse effervescence au niveau de l'événementiel. Et en fonction de la période de l'année, forcément on a plus ou moins des entraînements importants. Je pense en nage en eau libre, forcément aujourd'hui on ne pratique pas la nage en eau libre dans une eau à 10 degrés, mais dès que l'eau revient à 20 degrés aux alentours du mois de juin, on a vraiment une grosse pratique de nage en eau libre. Ça a été aussi une base arrière pour les Jeux Olympiques. C'est ça, alors on a eu la chance d'accueillir la 2e nation mondiale dès le démarrage du site. Il n'y avait pas encore grand chose, mais les Néo-Zélandais sont venus se préparer sur le site avec beaucoup de médailles d'or, d'argent et de bronze à la clé aux Jeux Olympiques de Londres. Alors on va pas dire que c'est nous qui avons provoqué ces médailles, mais on est quand même assez fiers de les avoir accueillis tout un été sur ce stage de préparation. Et plus proche dans le temps, on a eu des équipes plus modestes qui sont venues dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024, c'était l'an passé, avec l'équipe d'Inde et l'équipe du Kazakhstan en aviron. Vous parliez du coup de 3 pôles ici. Il y a donc le pôle sportif qu'on venait de nous expliquer. Il y a aussi le pôle loisirs. Voilà, le pôle loisirs qui à terme aura plus sa vocation sur la zone qui est un peu plus loin derrière nous. Mais avant que cette zone se finalise, on a souhaité donner le signal que cet équipement n'allait pas qu'un équipement de haut niveau. Et donc on a décliné toute une offre d'activités de loisirs, des anniversaires d'enfants, des activités liées au centre aéré, des activités avec les scolaires. Et en fait l'activité la plus emblématique en termes de loisirs alors d'aujourd'hui, c'est cet aquapark qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'on est au mois d'octobre. Mais cette année, il a accueilli son record d'entrée avec 27 000 personnes qui sont venues découvrir l'aquapark, enfin profiter de l'aquapark de mi-juin à mi-septembre. Et voilà, ça a vraiment pris une autre dimension cet été avec notamment une nouveauté, une Extreme Tower qui est un peu dénudée de ces jeux-là. Mais c'était vraiment une activité phare cet été. Le parc vit au gré des saisons ? Alors on a vraiment effectivement des particularités. Si on démarre au printemps, on est un peu dans le redémarrage de l'événementiel, des activités de loisirs. C'est aussi la période de nidification avec les oiseaux. On n'en a pas forcément parlé, mais c'est vrai qu'il y a des inventaires qui sont réalisés. On a plus de 150 espèces d'oiseaux qu'on a pu recenser sur le site, avec des espèces emblématiques comme le butor étoilé qu'on a pris en photo pas plus tard que la semaine dernière. L'été, c'est une grande
place plutôt au volet loisirs qui se développe sur le site. Et quand on arrive à la rentrée à la période d'automne, là on a une variété d'événementiels qui est assez important. Les séminaires d'entreprise aussi qui redémarrent, les activités associatives sportives qui se remettent en route. Et alors on pourrait croire qu'en hiver il se passait rien, et voilà, depuis quelques années maintenant on arrive à avoir une offre aussi l'hiver avec un festival international du cirque, un cross qui va se dérouler au mois de janvier, des séminaires qui continuent à se maintenir, les associations qui continuent à s'entraîner, et aussi tous les gens de Gravelines qui viennent profiter du site dès qu'il y a un rayon de soleil pour courir parmi les 15 km de chemin, profiter du bike park, profiter de l'aire de jeu. Voilà, le site vit vraiment toute l'année. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, il y a le côté nature aussi également ici, il y a de véritables enjeux environnementaux ici. Exactement, il y a vraiment une zone qu'on a sanctuarisée, qui a été prévue dans le projet. C'est sûr que le site doit encore s'arborer. D'ailleurs, il y a un financement de boisement qui est prévenu sur les 3 prochaines années pour mettre un peu plus d'arbres un peu partout. Mais il y a une zone qui est assez méconnue, qui est un peu reculée là-bas et qui fait quand même 10 hectares, sur lequel on recense tous ces oiseaux que j'ai pu développer ici. Et cette zone, on tient vraiment à ce qu'elle puisse être complètement dédiée aux oiseaux, parce que on s'aperçoit qu'il y a des espèces comme les hirondelles de rivage qui avaient un peu disparu du littoral, qui sont revenus. On a créé une colline artificielle qui est propice à leur nidification. Donc voilà, on a tout un tas d'espèces végétales et animales qui se développent dans ces espaces. Il y a aussi l'aspect professionnel. Ici, on s'entraîne également, que ce soit gendarmerie, pompiers, voire même la centrale nucléaire. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de forces de l'ordre qui profitent des installations, et notamment de la qualité de l'eau, du fait qu'il n'y ait pas de courant. On est capable de garantir sur le stade nautique une qualité de l'eau toute l'année. Donc on a la section de plongée de gendarmerie de Calais qui vient régulièrement s'entraîner. Les pompiers de Gravelines, de Fort-Mardy qui viennent du littoral. Donc on a un petit peu toutes les forces de l'ordre. On a même des événements qui parfois sont organisés spécifiquement pour les forces de l'ordre, avec le triathlon, le championnat de France de la police. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce registre-là également, privé. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Lorius de nous avoir accueillis ici. Bon, on va quitter ce poumon vert gravelinois et ce bassin artificiel pour aller un peu plus loin dans l'histoire, et notamment l'histoire de la haute mer. Je vous emmène maintenant à l'espace Jean Bart. À l'espace Jean Bart, un chantier pharaonique a lieu depuis plus de 20 ans. Une reconstruction d'un navire appelé le Jean Bart, clin d'œil au célèbre corsaire local. C'est une réplique à l'identique d'un vaisseau de premier rang du XVIIe siècle, un navire amiral, fierté de la marine française d'un autre temps. Il s'agit d'un projet d'archéologie expérimentale, car à cette époque il n'y avait aucune sauvegarde des plans de fabrication d'un tel bateau. Avant de démarrer les travaux de construction, il leur a fallu 10 années de recherche. On va vraiment essayer de rechercher toutes les techniques qui étaient utilisées au XVIIe siècle pour réutiliser toutes ces techniques. C'est-à-dire qu'on va venir travailler avec des archéologues, des historiens pour rechercher comment les bois étaient traités, comment les charpentiers de marine travaillaient. Et des fois, on a des trous. C'est-à-dire que des fois, les historiens ne savent pas comment les choses étaient faites, comment les pièces étaient taillées, comment elles étaient percées, clouées. Parce que soit on n'a pas d'écrit, parce qu'on s'en fichait un petit peu à l'époque du travail des ouvriers. On s'intéressait à la conception du navire parce que le roi voulait savoir pourquoi il payait, et pourquoi il payait très cher. Mais la façon dont travaillaient les charpentiers, c'était pas forcément intéressant. Et en plus de ça, c'était quelque chose qui était très secret, puisque à l'époque, on est sur un système compagnonique, le savoir-faire est très important, et comme c'est pas écrit dans les livres, si vous avez un savoir-faire, vous le gardez précieusement, jalousement, et vous sélectionnez les personnes à qui vous voulez le donner. Donc on a très peu d'écrits là-dessus. Et donc on va venir, nous, en tant que charpentiers de marine, par l'expérimentation, par le travail, venir dire aux universitaires, voilà comment on travaillait à l'époque, puisque voilà comment on fait aujourd'hui, voilà comment ça fonctionne. Et des fois, quand ils ont des hypothèses, on va essayer de mettre en application ces hypothèses, on va leur dire non, ça marche pas du tout, ou alors oui, ça marcherait bien, potentiellement, les pièces étaient réalisées comme ça. Un savoir-faire que Raphaël, cet apprenti charpentier de marine, apprend depuis plus de 2 ans. Pour lui, c'est un honneur de travailler sur un tel chantier. Je suis très content qu'on m'ait accepté en tant qu'apprenti sur le chantier du Jean Bart. Donc, parce que j'aurais pu le faire dans d'autres entreprises de charpente marine moderne, mais j'aurais peut-être pas vu, j'aurais déjà pas vu le savoir-faire de l'époque, et aussi travailler sur du bois aussi noble que le chêne, ou sur des sections aussi grosses qu'on a ici.
Une centaine de personnes œuvrent durant l'année sur la réalisation du Jean-Bart, dont une grande majorité est constituée de bénévoles, comme Xavier, chef de poste maintenance à ArcelorMittal Dunkerque. Il vient sur son temps libre dès qu'il le peut pour mettre sa pierre à l'édifice. Un jour, je suis venu visiter et puis j'ai parlé avec les charpentiers, j'ai parlé avec les médiateurs et puis en fait j'ai eu envie de venir et puis ils m'ont invité à venir passer une journée pour découvrir les métiers de la charpente, de la forge. Du coup, je suis venu, puis j'ai accroché, puis je suis rentré, j'ai adhéré, quoi, et puis je suis rentré bénévole chez les charpentiers, quoi. Ça donne envie de participer, ça donne envie de se voir évoluer une fois qu'on commence à bosser dessus. Et puis à chaque fois qu'on met une pièce, on est heureux, on est content, et puis voilà, on attend de poser la suivante. Que Xavier se rassure, des pièces, il y en a encore beaucoup à poser avant l'achèvement de ce mastodonte des mers. Coût total du projet estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Là, on est sur un navire de 57 mètres de coque. Alors on sera presque à 75 mètres au total avec le mât de Beaupré, donc c'est le mât qui est sur l'avant du navire, ce qui fera de lui le plus grand bateau en bois au monde. C'est un navire qui fait 17 mètres de haut de coque sur l'arrière, 6 mètres de tirant d'eau. C'est-à-dire que vous avez 6 mètres sous l'eau. En fait, tout ce que vous voyez là autour de vous, dans une dizaine d'années, quand Jean-Bart sera fini, ce sera sous l'eau. C'est-à-dire que là, on a un peu plus de 6 mètres de haut. D'ailleurs, si vous voyez, vous avez une ligne jaune qui fait tout le tour. C'est la ligne de flottaison du navire. Donc tout ce qui est en dessous de cette ligne-là sera sous l'eau. C'est un navire qui avait entre 500 et 700 hommes à bord à l'époque où ces navires naviguaient, sachant que rien que pour pouvoir le manœuvrer, donc rien que pour pouvoir le faire naviguer, il faut entre 150 et 200 marins. On a un poids de 1600 tonnes de charpente une fois terminé, et on estime le poids final à peu près 3500 tonnes. Avec les canons, les voiles, les cordages, vous avez presque 3000 mètres carrés de voilure sur un navire comme ça, 20 km de cordage. Bon, voilà, c'est vraiment une cathédrale des mers comme on l'appelait à l'époque. C'est le projet d'une vie pour vous? Ah oui, c'est le projet d'une vie, c'est le projet de la vie de mon père, Christian Cardin, qui a construit le projet, qui m'a légué. Et moi, c'est le projet de ma vie. J'ai commencé à travailler là il y a 13 ans maintenant, et vous pouvez voir qu'il y a encore un peu de travail, donc je vais passer ma vie ici, et je suis très heureux parce que c'est un lieu qui est déjà extrêmement intéressant de par le contenu du lieu. Donc, je suis personnellement charpentier de marine de métier, donc construire le Jean-Bart, c'est comme si un charpentier travaille sur Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau et de plus grandiose en charpente navale. Et on a ici des milliers de visiteurs qui viennent chaque année. L'année dernière, on a fait à peu près 22 000 visiteurs qui viennent, qui découvrent ça et qui ressortent des étoiles plein les yeux, notamment des enfants, mais aussi des plus grands. Et d'avoir ces gens qui repartent en disant merci, c'est génial ce que vous faites, c'est le plus beau métier du monde. La bataille va durer 10 heures et il y aura 44 navires qui vont être coulés. Donc, on peut dire directement que c'est une grosse catastrophe, une humiliation. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que parmi les 44 navires coulés, il y a eu 0 navire français qui ont été coulés. La moitié de la flotte ennemie a été coulée pendant ces 10 heures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Gardons le suspense pour les prochains visiteurs. Une chose est sûre, la visite de l'espace Jean-Bart ravit petits et grands. Assez surpris de voir le projet, l'ampleur du projet, le nombre de volontaires, de bénévoles aussi qui sont là pour travailler, et se dire qu'un jour on verra ce bateau certainement en mer, ça paraît assez utopique, mais on espère. On a voulu emmener les enfants pour leur faire découvrir un petit peu justement comment faire un vaisseau du XVIIe siècle, et on est vraiment surpris par la visite guidée qui est très intéressante, par également le fait qu'on puisse voir concrètement en fait le bateau en train de se construire. Donc ça, c'est vraiment le côté concret qui est très très intéressant, je trouve. L'explication au début avec toute la partie historique et pourquoi on faisait des navires à l'époque est important pour les enfants, je pense, et pouvoir monter dedans, voir le travail de la forge, comment les gens mangeaient à l'époque, traiter les maladies, tout était très intéressant. Et là, justement, vous pouvez voir nos charpentiers qui sont en train de travailler sur le fameux plancher intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, ils sont en train de recouvrir petit à petit les jours donc, du navire. Et malgré les centaines de visites que Laurie a réalisées ces 2 dernières années, elle reste l'une des premières admiratrices de l'endroit et de sa cause. Le projet, franchement, il est phénoménal. Simplement faire quelque chose
Pareil, je connais pas d'autres entreprises qui font des bateaux à l'époque de Louis XIV comme celui-ci avec les mêmes techniques. Puis ça reste très passionnant. On parle à la fois aussi, moi je suis de Dunkerque, donc on reparle à la fois de tout ce qui est la gloire de Dunkerque avec Jean Bart justement. Et la construction, on revient, à la base c'est une expérience archéologique, donc on revient tout simplement sur l'histoire, sur les origines même du coin. Et en même temps, c'est merveilleux parce que l'équipe elle est phénoménale. Ici on s'entend tous bien. Moi personnellement je suis peut-être médiatrice culturelle, mais je m'entends aussi bien avec par exemple les charpentiers avec qui je m'éclate assez souvent, puis l'équipe médiatrice, la direction, etc. En fait c'est une petite famille ici tout simplement. Donc, certains ne savent même pas que c'est un navire qui est fait de zéro, il y en a qui pensent que c'est une épave qui a été restaurée, et quand on leur explique que ça a été fait de A à Z, qu'on travaille avec des historiens, avec des charpentiers, avec des ouvriers passionnés, justement là ils comprennent l'ampleur en fait de ce projet. C'est en fait un projet qui entoure des passionnés tout simplement. La fin de la construction du Jean Bart est estimée aux alentours de 2035 avant d'être mise à l'eau au quai de Gravelines. Après la visite, rien de mieux que d'aller directement se restaurer à la taverne du lieu, l'occasion de prolonger un peu plus longtemps l'aventure au temps des corsaires. Vous l'aurez compris, l'espace Jean Bart a encore de belles années devant lui et à nous faire découvrir toute sa richesse. Il y a aussi un autre endroit très emblématique ici à Gravelines et plus précisément à Petit-Fort-Philippe. Il a été construit en 1838. Je vous emmène tout de suite à sa découverte. Un petit indice, regardez bien. Restauré en 2022, le phare de Petit-Fort-Philippe fait peau neuve. Du haut de ses 29 mètres, son architecture et sa spirale noire bien singulière le classent parmi les phares les plus originaux du monde. C'est un phare de 3e ordre, donc un phare assez petit on va dire, et puis qui a cette particularité d'être noir et blanc, d'avoir cette spirale, alors qui va être ajoutée seulement en 1932 à la demande des marins. Et il faut savoir qu'il n'y a que 2 phares ainsi en France et 7 dans le monde, donc effectivement on est très fiers de cette particularité. Mais cet éclaireur des mers était surtout très utile au 19e siècle, au moment de l'essor de la pêche à l'Islande. Chaque année, le phare permettait de guider plusieurs centaines de bateaux, de jour comme de nuit. On a déjà des phares sur Dunkerque et Calais, mais nous, l'entrée du port à Gravelines est assez compliquée parce qu'on a beaucoup de bancs de sable. Donc c'est important à l'époque où la pêche à Islande notamment va se développer, donc la navigation. C'est important d'avoir un phare comme ça qui pouvait sécuriser l'entrée du port. Un phare blanc en journée, ça arrive qu'il fasse un peu gris ici, donc il ne se distinguait pas très bien. Parce que les phares, effectivement, ils servent la nuit, mais la journée aussi, ils servent de ce qu'on appelle un amer, donc un repère dans le paysage. Et c'était parfois un peu compliqué au large de le distinguer, donc une spirale noire va tout de suite le faire ressortir. Autre particularité, il fait partie de la trentaine de phares en France à être visitables. Dès le début de la visite, la première pièce nous montre à quel point il inspire les artistes et les passionnés. Ici, on est un peu dans la bibliothèque où on a remis un peu un historique aussi du hameau de Petit-Fort-Philippe. Et vous pouvez voir exposer certaines œuvres dans différents styles, des œuvres qui datent autant du début du XXe siècle jusqu'à des œuvres très récentes, dont celle-ci par exemple qui est de 2018. Alors on représente beaucoup le phare, mais aussi le port et puis le chenal bien sûr, qui a cette perspective assez sympa. C'est un lieu qui est très très visité, on a plus de 3000 personnes sur la saison. Il est dans plusieurs musées, notamment aux États-Unis, donc ça fait plaisir. De pièce en pièce, on en apprend un peu plus sur le fonctionnement d'un phare, son utilisation, mais aussi la vie de son gardien, acteur prépondérant qui vivait 7 jours sur 7 à l'intérieur du bâtiment et qui ne pouvait jamais avoir de vacances. Ici, vous avez une maquette qui a été réalisée par un collègue pour vous montrer comment était le phare à l'époque où il était encore logement de fonction pour le gardien. Donc vous avez ici l'entrée. Et puis aujourd'hui, on commence la visite par l'accueil, mais autrefois c'était la salle à manger, le bureau du gardien, puisque au-delà de contrôler le phare la nuit, il doit rendre des comptes aussi au port de Dunkerque. La chambre, où la petite anecdote, vous retrouvez des petites alarmes qui sont exposées dans cette salle également, puisque le gardien pouvait être appelé en pleine nuit pour aller soit allumer la corne de brume au bout de la jetée ou parce qu'il y avait un problème technique.
Mettons-nous à présent dans la peau du gardien du phare et prenons un peu de hauteur. Donc là maintenant on va monter les 116 marches pour aller voir la vue à 360 sur notre magnifique plage et côte d'Opale. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Ça valait le coup quand même. Ouais. Sur cette magnifique vue, donc avec la plage, on a une plage encore assez nature avec tout un cordon dunaire. Là en plus c'est marée haute, donc on a de la chance. Avec le hameau de Petit-Fort et puis de l'autre côté le chenal de plusieurs kilomètres qui permet notamment à la de rejoindre la mer du Nord. Merci beaucoup Floriane pour cette visite de ce phare si emblématique sur notre côte d'Opale. Maintenant vous m'emmenez sur un autre lieu aussi emblématique cette fois-ci de Gravelines, les fortifications, c'est ça? Oui, tout à fait. On est une ville fortifiée assez unique, vous allez voir, pour certains aspects, notamment le fait qu'il y ait les douves encore tout autour de la ville. Donc je vais vous emmener découvrir ça. Eh bien c'est parti. Allez. Floriane, où est-ce qu'on se trouve maintenant? Alors maintenant, on se trouve sur l'un des 6 bastions de la ville fortifiée de Gravelines, en l'occurrence celui du Belvédère, avec cette magnifique vue sur la mer. Et on voit au loin ce fameux phare. Le fameux phare de Petit-Fort-Philippe. Est-ce qu'on peut revenir sur toute l'histoire ici de ces fortifications? Alors on a une première fortification dès les comtes de Flandre au Moyen-Âge, puisque ici on est à la porte d'entrée de la Flandre, on n'est pas encore en France, donc c'était important de protéger cette frontière. Et puis plus tard on va passer sous domination espagnole avec Charles Quint, qui est entre autres roi d'Espagne, et qui va demander des gros travaux à Gravelines, puisqu'on est au XVIe siècle, on a l'artillerie qui fait de gros progrès, et il faut qu'on change notre manière de fortifier. Donc on va à cette époque-là déjà ramener ici des fortifications bastionnées, donc en étoile, vue du ciel. Et puis plus tard, quand on deviendra français sous Louis XIV, eh bien Vauban va améliorer quand même la ville fortifiée ici, notamment tout le système hydraulique, et puis il va aussi nous doter de bâtiments militaires comme les casernes, etc., pour améliorer un petit peu aussi la vie de la garnison qui vivait à temps plein avec les habitants. Au niveau des fortifications et la ville de Gravelines, il y a une particularité unique en France encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. On est la seule ville où on peut faire le tour complet en bateau. Donc soit en bateau en autonomie, vous pouvez louer votre petite barque, ou nous on propose des visites commentées à bord de Bakov. Et donc ça fait à peu près 4 km et c'est effectivement unique en France. La longueur du coup de ces fortifications qui entourent la ville, elle est combien? Alors on est entre, si vous faites le tour à pied, on est en 3 km, 3 km et demi et 4 km en bateau. Les habitants se sont totalement appropriés, notamment ici le chemin de ronde qui est entièrement PMR, donc qui est accessible à tous, avec des petits jardins. Alors on a les jardins familiaux qui sont gérés par les habitants, et puis les sportifs aussi, que ce soit VTT, course ou juste promenade. Et pour celles et ceux qui veulent justement faire le petit tour au niveau des fortifications en bateau, oui. C'est de quand à quand? Alors en général c'est d'avril à septembre, notamment pour les locations de barques, donc c'est au niveau de l'embarcadère Vauban Promenade. Et après pour les visites commentées, c'est pareil, on est à peu près d'avril à octobre, et ça c'est sur réservation, mais les balades en individuel, il suffit juste de se rendre sur place. Ça demande beaucoup d'entretien, ce genre de fortification? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a un bastion qui est en cours de restauration actuellement, depuis quelques mois déjà. Donc oui, parce que finalement, quand on a fini un côté, il faut commencer l'autre. Et même pour le chemin de ronde, ça a été fait en 2 phases. Donc celle-ci, grâce à un projet européen dans les années 2004. Et puis, il y a 2 ans à peu près, on a fini l'autre côté. Donc oui, c'est de l'entretien permanent. Merci beaucoup en tout cas, Floriane. On a vraiment apprécié faire ce long format ici à Gravelines. On est arrivé au début en se disant que ça allait être très industriel et finalement loin de là, forcément on parle tout de suite de la centrale nucléaire et non, il n'y a pas que ça. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Loin de là. Même si elle se visite, c'est sympa à faire aussi. Mais on a un patrimoine fortifié, militaire, maritime, naturel. Voilà, il y en a pour tout le monde. Et on n'a pas pu tout voir durant ce long format. Je vous invite aussi à découvrir le Beffroi ou encore le musée du dessin et de l'estampe originale. Et forcément,
faire un petit clin d'œil quand même pour finir ce long format. Une pensée à Sportica qui fait partie forcément du cœur des Gravelinoises et des Gravelinois et qui est lui aussi en totale rénovation pour les prochaines années. Merci en tout cas Floriane. Merci à vous.